600. C'est le temps qui s'est écoulé depuis que mon fils m'a rendu visite sans rien vouloir en retour. Pas un seul Noël, pas un anniversaire, pas même une carte pour la fête des mères, même pas une de celles qu'on trouve à 1 € dans les boutiques. Au début, je me disais qu'il était occupé le travail, le mariage, la construction d'une vie. Puis j'ai pensé que j'avais peut-être dit quelque chose de travers. Peut-être avais-je franchi une ligne comme sa femme me l'avait reproché un jour. Finalement, j'ai arrêté de chercher à comprendre. On ne peut pas courir après quelqu'un qui ne se retourne même pas. J'ai eu 68 ans ce printemps. J'ai préparé un gâteau au citron et aux graines de pavot et j'ai allumé une bougie. Personne avec qui le partager, mais j'ai quand même coupé 2 parts, une pour moi, une pour le souvenir du petit garçon qui ne s'endormait pas sans mes berceuses. Je me suis assise à la table de la cuisine regardant la part en face de moi jusqu'à ce que la bougie se consume entièrement. La dernière fois que j'ai vu Thomas, c'était à un enterrement. Il se tenait de l'autre côté de la chapelle dans un costume noir qui semblait coûteux et mal ajusté. Il n'a pas fait signe, n'a pas parlé. Juste un hochement de tête comme si j'étais une vieille connaissance dont il ne se souvenait plus tout à fait. Après son mariage, auquel je n'étais pas invitée, il a cessé de répondre complètement. Sa femme Madeleine a clairement dit que je n'étais pas la bienvenue. Elle disait que je m'immisçais trop, que je le faisais se sentir coupable. Je n'ai pas discuté. J'ai pris mes distances en silence, attendant que mon absence lui fasse réaliser ce que ma présence signifiait autrefois. Ce moment n'est jamais venu. Mes journées sont simples maintenant. Je me réveille tôt, j'arrose les misères près de la fenêtre. Je sirote mon infusion de verveine. Je lis le journal et j'écoute le tic-tac de l'horloge. Le silence me faisait mal autrefois. Maintenant, je le porte comme un châle. Il y a une étrange douceur à ne plus être attendu. Mais ce soir, quelque chose a changé. Il était presque 19 heures. Le soleil avait disparu derrière les toits et le salon baignait dans cette lumière bleu-gris qui donne à tout l'air d'une vieille photo fanée. J'étais en train de plier le linge quand la sonnette a retenti. Je me suis figée. D'abord, j'ai pensé à un voisin, peut-être un colis livré par erreur. Mais la sonnette a retenti à nouveau. Un appui long délibéré, pas impatient, pas paniqué, familier. Je me suis approchée lentement de la porte, le cœur battant à un rythme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ma main a hésité sur la poignée. J'ai ouvert. C'était lui. Thomas. Son visage était plus émacié que dans mes souvenirs. Fatigué comme un homme qui fuit quelque chose et qui s'est enfin arrêté assez longtemps pour en sentir le poids. Son manteau pendait lâchement sur ses épaules. Ses yeux, toujours ce brin obstiné, ont croisé les miens, avec une douceur que je n'avais pas vue depuis qu'il était adolescent. Et il a souri. « Salut maman », a-t-il dit comme si 6 années ne s'étaient pas écoulées, comme si je n'avais pas été effacée. Je n'ai pas souri en retour. « Bonjour Thomas ». J'ai fait un pas de côté, il est entré, et juste comme ça, le silence que nous avions vécu pendant 6 ans s'est brisé. Pas avec de la joie, pas avec des excuses, mais avec quelque chose de plus froid et de plus lourd. Thomas est entré comme s'il était chez lui, bien qu'il n'ait pas mis les pieds ici depuis plus de 6 ans. Il a jeté un long regard autour de lui comme s'il essayait de se rappeler où étaient les choses. La bibliothèque, le vieux fauteuil à motifs floraux, le cadre photo fêlé, toujours posé sur le rebord de la fenêtre, celui avec sa photo d'école maternelle et la tache de confiture de fraises que je n'ai jamais nettoyée. Ça sent la maison, a-t-il dit avec un demi-sourire ôtant son manteau. Tu fais toujours tes sablés au raisin. J'ai hoché la tête. J'en ai fait une fournée la semaine dernière. Il a ri. Toujours mes préférés. Ce n'était pas vrai. Il avait arrêté de manger ce que je cuisinais après que Madeleine lui avait dit que ma cuisine était trop démodée. Pourtant, je suis allée dans la cuisine et j'ai sorti une petite assiette du frigo. Il a croqué dans un sablé exagérant, un grognement de satisfaction. Mon Dieu, tu devrais les vendre. Je l'ai observé en silence. Il a parlé des embouteillages, d'un nouveau poste de consultant qu'il jonglait, de combien les choses avaient été difficiles dernièrement, de comment le temps filait. Tu sais ce que c'est, maman ? Je n'ai pas répondu. J'ai juste versé le thé. Puis il y a eu une pause, ce battement de trop avant le tournant.
Il s'est penché légèrement en avant, joignant les mains, comme s'il présentait un projet d'entreprise. Écoute, je voulais te parler de quelque chose de sérieux. Ça y est, je suis dans une situation un peu compliquée, a-t-il dit. Un problème de trésorerie temporaire. Ma start-up a eu un souci, un partenaire s'est retiré et maintenant j'ai les investisseurs sur le dos. Et je n'ai pas scellé. J'ai besoin d'un prêt à court terme, juste pour stabiliser les choses. Il m'a regardé droit dans les yeux, le ton fluide assuré. 450 000 euros, je te rembourse en moins d'un an, je le jure. 450 000 euros. Il l'a dit comme s'il me demandait de le conduire à la gare. J'ai posé ma tasse de thé lentement. Ma main n'a pas tremblé, pas encore. Je vois, ai-je dit. Il a souri, prenant mon calme pour un accord. Reviens demain, ai-je dit. J'aurai une réponse d'ici là. Il a hoché la tête, s'est levé et m'a tapoté l'épaule. Je savais que je pouvais compter sur toi. Après son départ, j'ai fermé la porte doucement derrière lui. Puis je suis retournée à la cuisine, je me suis appuyée sur le plan de travail et j'ai posé ma main à plat sur la surface. Elle tremblait, fort. Mais ma voix avait tenu, et c'était déjà quelque chose. La nuit était lourde et immobile. Je n'ai pas pris la peine d'allumer les plafonniers, juste la lampe près de mon fauteuil de lecture qui projetait une lueur jaune pâle sur le parquet. Je suis restée longtemps debout, les mains posées sur le dossier du fauteuil, le cœur battant si régulièrement qu'il a presque réussi à me faire croire que j'étais calme. Puis je me suis dirigée vers le placard du couloir, je l'ai ouvert. J'ai glissé la main derrière les manteaux d'hiver et j'ai tiré le vieux tiroir de rangement en chêne que je n'avais pas touché depuis des années. Il a résisté un instant. J'ai dû tirer d'un coup sec pour le libérer. À l'intérieur, tout était comme je l'avais laissé ordonner, étiqueté silencieux. Relevés bancaires, factures médicales, dossiers fiscaux attachés avec des élastiques. J'ai glissé la main sous les dossiers et j'ai sorti une enveloppe Kraft avec une étiquette écrite de ma main « Thomas Maison ». Je l'ai ouverte. Les pages se sont déversées comme de vieux secrets. L'acte de transfert que j'avais signé quand je lui avais donné la maison sans condition, sans dette. Je me souvenais bien de ce jour. Il venait de se marier, disait que les remboursements de l'emprunt l'étouffaient. Je m'étais dit que c'était un cadeau, un nouveau départ. Puis est venue la page que j'avais enfouie sous les autres, un accord pour une seconde hypothèque. Mon nom avait été falsifié, la signature juste assez maladroite pour être évidente si quelqu'un s'était donné la peine de regarder. Mais je ne l'avais pas fait, pas à l'époque. J'étais restée silencieuse. Je m'étais dit qu'il devait avoir une raison. Qu'il en avait plus besoin que moi. Qu'un jour, peut-être, il expliquerait. Il ne l'a jamais fait. J'ai mis les papiers de deux côtés et trouvé une autre enveloppe, plus petite. À l'intérieur, une seule feuille, pliée soigneusement avec mon écriture en haut. Pourquoi n'étais-je pas assez pour toi? Je l'ai lue 2 fois. Je ne me souvenais pas l'avoir écrite, mais je savais exactement où j'étais seule, le jour de mon anniversaire il y a 3 ans, attendant toute la soirée près du téléphone. Je l'ai repliée, remise dans l'enveloppe. Puis j'ai pris le téléphone et appelé la seule personne qui m'avait toujours parlé comme si j'avais de l'importance. Hélène, c'est Hélène. J'ai besoin de te parler. Demain. Il fut un temps où il me tenait la main juste pour s'endormir. Un temps où il pleurait à la grille de la maternelle et se retournait pour s'assurer que je le regardais encore. J'étais toujours là à le regarder. Je prenais les quarts de nuit à la blanchisserie de l'hôpital, pliant des draps, jusqu'à ce que mes articulations gonflent juste pour être là le matin et préparer son déjeuner. Et quand ça ne suffisait pas, je nettoyais des maisons le week-end. Je ne me plaignais jamais. La fatigue était une constante, mais le voir grandir, savoir que je pouvais le protéger des difficultés, c'était ma récompense. Quand il a été accepté à l'université, je me souviens avoir pleuré dans l'escalier de mon deuxième emploi. Pas de tristesse, de fierté. Parce que je ne savais pas comment j'allais payer, mais je savais que je le ferais.
J'ai puisé dans mes maigres économies, puis j'ai vendu le bracelet de ma grand-mère en or massif lourd au poignet. Elle m'avait dit de le garder pour quand les temps seraient durs. Il l'était devenu. Il ne me l'a jamais demandé. Je ne lui ai pas laissé l'occasion. Je lui ai tendu un chèque et j'ai dit « Vas-y, fais quelque chose de mieux de ta vie que ce que j'ai fait de la mienne. » Quand il est venu me voir des années plus tard, les yeux brillants et les rêves encore plus grands, sa propre start-up, ses amis le qualifiant de visionnaire, je n'ai pas hésité. J'ai vendu ma bague de mariage, mis en gage les derniers bijoux que j'avais cachés dans une vieille boîte à café. Il a promis de me rembourser. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, mais après qu'il a épousé Madeleine, le ton a changé. La maison où je pouvais autrefois entrer librement est devenue un lieu où je devais demander la permission. Mes visites se sont raccourcies. Mes appels sont restés sans réponse. Elle m'a qualifié de bagage encombrant une fois devant lui. Elle a dit qu'il était difficile de construire un avenir avec le passé assis sur le canapé. Il n'a rien dit, ne m'a pas regardé. Il a juste siroté son café et laissé les mots se poser comme de la poussière dans la pièce. Je suis partie sans un mot. Ce Noël-là, j'ai emballé un petit cadeau, un carnet relié en cuir. Il adorait dessiner autrefois. J'ai attendu toute la soirée qu'il vienne. Le cadeau est toujours sur mon étagère intacte. Le ruban a fané. Mais je n'arrive pas à me résoudre à le jeter. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, plus tôt que d'habitude. La lumière n'avait pas encore touché les stores, mais j'étais déjà debout, déjà en mouvement. J'ai préparé une théière pas par habitude, mais pour m'occuper en attendant. Le silence dans l'appartement était différent maintenant, pas oppressant, juste immobile, comme l'air avant un orage. J'ai débarrassé la table à manger, l'essuyant lentement, avec un chiffon humide. Puis j'ai disposé 3 chaises, une en bout de table, 2 en face. J'ai empilé les dossiers soigneusement à côté des tasses à thé. L'enveloppe Kraft avec les documents hypothécaires falsifiés de Thomas, les relevés imprimés montrant où l'argent était allé, la copie scannée de ma signature à côté de la vraie. Chaque page alignée avec le soin qu'on accorde aux choses qui nous ont autrefois brisé le cœur. À 9 heures précises, on a frappé à la porte. Hélène est entrée la première, portant un manteau de laine gris et cet air qu'elle avait toujours quand quelque chose devait être réglé. Derrière elle venait Romain, le comptable judiciaire avec qui elle travaillait depuis des années. Il était plus jeune que je ne l'imaginais, mais ses yeux étaient vieux précis, fatigués, trop habitués aux histoires comme la mienne. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Hélène a revu les documents confirmant chaque pièce. Romain a ouvert son ordinateur portable vérifiant les fichiers que je lui avais envoyés la veille. Au bout d'un moment, Hélène a levé les yeux vers moi et a demandé « Oui, tu es que sûr de tout ?» Je n'ai pas hésité. Il pense que je suis la même femme qu'il a laissée derrière lui, ai-je dit calmement. Mais il a oublié quelque chose. De tout ça, elle a haussé un sourcil. Quoi donc? J'ai regardé la chaise vide en face de moi. J'ai redressé la pile de preuves. Et j'ai dit posément, je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour être reconnu. Il est arrivé avec 5 minutes de retard, comme toujours. Juste assez pour se sentir en contrôle. Il a frappé une fois, puis est entré avant que je puisse répondre. « J'espère que la bouilloire est chaude », a dit Thomas avec un sourire ôtant son manteau et le jetant sur une chaise qui n'était pas la sienne. Ça sent la camomille, très nostalgique. Je n'ai pas bougé de ma place en bout de table. « Assieds-toi, toi. » Il a haussé un sourcil. « Oh, formel aujourd'hui, hein ?» Puis il a ri et a fouillé dans son sac. En fait, j'ai apporté quelque chose. Aussi, je me suis dit que je pouvais aider avec la paperasse. On pourrait mettre ça par écrit juste pour que tout soit clair pour le comptable.
Il a sorti un contrat imprimé soigneusement agrafé et l'a posé à côté de sa tasse avec une désinvolture étudiée. C'est juste un accord de prêt standard. J'ai même laissé le taux d'intérêt vide, tu vois comme je suis généreux. J'ai désigné les chaises en face de moi. T'asseoir. C'est alors qu'il a remarqué Hélène et Romain de chaque côté de moi. Hélène a hoché la tête poliment. Romain n'a pas levé les yeux de son ordinateur. Le sourire de Thomas a vacillé légèrement. Qu'est-ce qui se passe? Hélène a fait glisser un dossier sur la table vers lui. Veuillez examiner ces documents avant que nous continuions. Il a cligné des yeux. Des documents. Il a ouvert le dossier d'une main feuilletant lentement, essayant toujours d'afficher ce même sourire décontracté. Mais à la 3e page, son visage a commencé à perdre ses couleurs. « C'est quoi ça » a-t-il demandé la voix plus basse maintenant. « Tu le sais déjà » ai-je dit. « Cette signature, qu'est-ce que c'est censé prouver » Son ton était plus tranchant défensif. « Que tu as contracté une seconde hypothèque sur la maison que je t'ai donnée, en falsifiant ma signature. » Il a fixé les papiers comme s'ils s'étaient transformés en quelque chose d'étranger. « C'est ridicule, tu fais vraiment ça à ton propre fils. Tu m'as demandé 450 000 € hier, ai-je dit ferme comme la pierre. Ce que je te donne à la place, c'est la vérité. » Pendant un long moment, il n'a rien dit. Il est resté là, la bouche entr'ouverte, comme s'il hésitait entre crier ou s'enfuir. Puis finalement, il a ri. Une seule fois, sec, creux. Incroyable. Bon, ai-je dit doucement. Prévisible. Thomas feuilletait les pages comme si elles pouvaient se dissoudre entre ses mains. Plus il lisait, plus sa respiration devenait irrégulière. « Je ne sais pas d'où tu sors ça » a-t-il marmonné, ses yeux passant de moi à Hélène, « mais tout ça est déformé. Tu ne comprends pas comment ces choses fonctionnent. Madeleine gérait la plupart des affaires financières. » Page 6, ai-je dit, désignant le document devant lui. C'est ton adresse e-mail dans la correspondance numérique avec le prêteur. Page 11, ta signature falsifiée comme la mienne. Et les relevés de virement, tu as transféré les fonds sur ton compte professionnel 3 jours plus tard. Hélène n'a pas bronché. Romain continuait de taper. Thomas a refermé le dossier d'un coup et s'est adossé à la chaise comme si la vérité l'avait physiquement repoussé. « Tu vas vraiment aller jusqu'au bout » a-t-il dit, la voix plus forte, plus aiguë maintenant. « Tu veux me détruire ?»« Non » ai-je dit doucement. « Ça, tu l'as fait toi-même. » Il a ricané, secouant la tête. « Tu as ruminé ça pendant des années, hein, à attendre pour me le renvoyer en pleine face. » Son ton est devenu venimeux, nu. Amour inconditionnel, être une mère, ça veut dire quoi pour toi? Ça s'est arrêté quand mon nom a cessé d'être le mien. Ai-je répondu? Il s'est tu. Puis est venue la volte-face. Bon, écoute, a-t-il dit, adoucissant sa voix. Oui, j'ai déconné, j'aurais dû t'en parler. Mais j'étais désespérée. Madeleine me mettait la pression et les investisseurs me tournaient autour. Tu n'utilisais pas la maison. Je me suis dit, quel mal ça fait, ça restait dans la famille. Tu veux dire la maison pour laquelle j'ai travaillé 35 ans à rembourser celle que je t'ai donnée sans dette? Il n'a pas pu me regarder dans les yeux. Il a baissé la voix manipulateur. Tu fais vraiment ça à ton propre fils. Je l'ai fixé longuement, puis j'ai dit sans ciller, tu l'as fait à ta propre mère d'abord. Le silence était profond et plein. Il s'est levé lentement. Ce n'est pas fini, a-t-il dit, la voix tendue comme si c'était le seul contrôle qui lui restait. Je n'ai pas bougé. Non, ai-je répondu.
C'est juste la première fois qu'on t'a dit non. Puis il est sorti. Pas une fois il ne s'est retourné. Je n'avais pas prévu que ça devienne public. La plainte a été déposée discrètement, sans communiqué de presse, ni gros titres. Mais la vérité a une manière de trouver son propre public, surtout quand elle sent le scandale. En une semaine, les documents ont commencé à circuler dans les cercles juridiques. Quelqu'un a fait fuiter le dossier Signatures, falsifié, fausse déclaration financière, abus d'actifs. Il n'a pas fallu longtemps pour que ça atteigne les investisseurs. Les forums technologiques se sont enflammés, les groupes de discussion bourdonnaient, et juste comme ça, le nom de Thomas, autrefois prononcé avec admiration dans les salles de réunion, est devenu un fardeau. Un à un, ses investisseurs se sont retirés. Ses financements se sont taris du jour au lendemain. Son statut LinkedIn est passé de fondateur et PDG à rien. Le site web de sa start-up a disparu. Puis le silence de Madeleine s'est brisé aussi. D'abord, elle l'a unfollow sur les réseaux sociaux. Ensuite, ses photos soigneusement orchestrées, brunch, plage, salle de réunion, ont été nettoyées de son visage. Le coup final est venu par un email envoyé à des amis communs. Veuillez respecter ma vie privée pendant cette période difficile. J'ai demandé le divorce. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai fermé le navigateur et suis retournée à mon thé. Ce vendredi, je suis descendue vérifier le courrier. Madame Dubois du 3B se tenait près des boîtes aux lettres triant des coupons avec l'application d'une femme 2 fois à la retraite. Elle a levé les yeux, m'a fait un petit hochement de tête sec. J'ai vu quelque chose sur votre fils sur le forum du quartier, a-t-elle dit, lèvres pincées mais yeux brillants. Fraude dans une start-up. Sale affaire. Répondu. Elle a fourré un prospectus dans son sac et a ajouté presque nonchalamment: il ne vous a pas qualifié de fardeau une fois. J'ai souri. Le genre de sourire qui n'est ni doux ni satisfait, mais plein. Plein de tout ce que je n'avais plus besoin de dire. Oui, ai-je répondu doucement en tournant la clé dans ma boîte aux lettres. Et maintenant, on dirait que je lui ai allégé la charge. Il pleuvait quand il est revenu. Pas le genre de crachin romantique qu'on voit dans les films. Le ciel était gris et lourd et l'eau tombait en rideaux froids et furieux. J'ai ouvert la porte juste au moment où il levait la main pour frapper. Pour une fois, il a semblé surpris de me voir en premier. Il était trempé, pas de parapluie, pas de manteau. Ses cheveux étaient plaqués sur son front, et les lignes acérées d'arrogance qui définissaient autrefois son visage s'étaient adoucies en quelque chose de bien plus ordinaire, de la fatigue peut-être, ou de la honte. « Salut », a-t-il dit presque trop bas. « Je peux entrer ». J'ai fait un pas de côté sans un mot. Il s'est assis au bord du canapé comme s'il ne voulait pas laisser de traces sur le coussin. L'homme qui jetait autrefois ses chaussures boueuses sur mon tapis blanc, sans y penser, essuyait maintenant ses mains sur son jean avant de toucher quoi que ce soit. « J'ai réfléchi », a-t-il commencé, « à tout. J'ai hoché la tête, je l'ai laissé parler. Je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, a-t-il dit. L'hypothèque, les mensonges. J'ai perdu beaucoup, plus que je ne le pensais. Et maintenant, il a levé les yeux vers moi avec ses yeux familiers. « Tu me manques, maman. » Je l'ai étudié un long moment, puis j'ai dit « non. Ce qui te manque, c'est mon silence. » La version de moi qui ne disait jamais non. Il a cligné des yeux, les lèvres entr'ouvertes, comme pour protester, mais rien n'est sorti. Je me suis levée, j'ai ouvert le tiroir, j'ai sorti une enveloppe et la lui ai mise dans les mains. Il a baissé les yeux, perplexe. Qu'est-ce que c'est ? L'accord final du tribunal, ai-je dit. Révocation de la procuration. Révocation de l'accès à tous les comptes propriétés partagés et droits de représentation. Tu n'es plus lié à moi, ni financièrement, ni légalement, ni même sur le papier. Il n'a pas parlé. Tu m'as demandé une fois si je pouvais vraiment faire ça à mon propre fils, ai-je dit doucement. Et maintenant, tu as ta réponse.
Les cartons n'ont pas pris longtemps à déballer. J'avais vendu ou donné la plupart de ce que je possédais avant le déménagement. Pas besoin de porter le poids d'une ancienne vie dans une nouvelle. Ma petite maison n'était pas grande, mais elle avait tout ce dont j'avais besoin, une chambre calme, une cuisine ensoleillée et un petit bout de jardin où la terre semblait encore riche entre mes doigts. Surtout, elle avait la paix, une paix que je n'avais pas connue depuis des années. La communauté ici était douce. Les voisins me saluaient sans curiosité, juste avec chaleur. Personne ne demandait qui j'avais été ou à qui j'avais appartenu. Ils me demandaient juste si je préférais la lavande ou le romarin pour le parterre. J'ai répondu les deux. Dès la deuxième semaine, j'avais aménagé un petit coin lecture près de la fenêtre, un fauteuil profond, un plaid doux et une petite table pour monter. La fenêtre donnait à l'est le lever du soleil, se répandait sur les pages de n'importe quel livre que je tenais comme de la soie dorée. Parfois j'entendais des rires venant de la cuisine communautaire, d'autres fois le tintement des carillons de quelqu'un. Mais la plupart du temps c'était calme. Et dans ce calme, j'ai recommencé à me sentir comme une personne. Pas une pourvoyeuse, pas une déception, pas un fardeau, juste Hélène. Un après-midi, j'ai planté des œillets d'Inde dans un pot en terre cuite. La terre collait à mes paumes et l'odeur du sol a ramené un souvenir d'enfance, ma mère, fredonnant dans le jardin bien avant que le monde ne devienne bruyant et acéré. Je suis restée dehors jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les arbres, puis je suis rentrée et j'ai préparé une tasse de thé. Je me suis assise dans mon fauteuil, j'ai tiré le plaid sur mes jambes et j'ai laissé le silence m'envelopper comme un manteau doux. Il était venu pour mon argent. Je lui ai donné mon silence et j'ai gardé ma dignité.